On a plein de choses à se dire. On va parler de gestion d'équipe data science qui grandit, de use case AI, Gen AI. On va parler de plateforme, on va parler de structuration d'équipe. Ça va être on va peut-être avoir beaucoup de sujets en une heure. Je vais essayer de bien tenir mon timing. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais et ce qu'est Miracle? Oui, alors du coup, donc moi je suis Data Science Manager à Miracle. J'ai rejoint donc Miracle, qui est une entreprise qui propose une solution SaaS à des retailers pour devenir une marketplace. Okay. Donc voilà, donc ça permet d'avoir plus de vendeurs, plus d'offres, plus de catalogues, sans avoir à gérer la logistique, donc et avoir plus de chiffre d'affaires du coup. Et donc en 2019, j'ai rejoint Miracle parce que donc le head of data de l'époque, qui avait un background ML et qui avait une double casquette un peu tech produit, avait en fait pour ambition de voilà, lancer des use cases ML. Et il avait plein de choses en tête, et donc il s'est dit ok, bah on va créer une team data science, et il cherchait un ou une lead, et voilà, j'ai eu la chance donc de rejoindre l'équipe, et on a commencé donc lui, moi et un développeur Java donc qui voulait se convertir dans la data, et donc on a commencé à 3 comme ça l'aventure. Voilà. Ok, donc c'est vraiment c'est pas commun d'avoir quelqu'un qui vient du dev Java directement dans initialiser une équipe data IA. Comment du coup ça s'est fait? C'est quelqu'un plus pris un rôle de data ingénieur et toi de data scientist, quelque chose comme ça? Oui, alors exactement. Donc moi je suis data scientist, donc j'avais dans ma tête des idées de use case, et lui donc il est développeur, et en fait il avait voilà, il était curieux, il s'intéressait à la data, il avait déjà lu pas mal de choses sur la data. Et au final, c'est assez courant, les développeurs qui deviennent data ingénieurs. Et donc, il était intéressé, donc il a rejoint l'équipe. Et avec lui, on a creusé plein de choses ensemble pour voir qu'est-ce qu'on met en place, etc. Et c'est vrai que avec le temps, je réalise que, en fait, très rapidement, je réalise que ce boulot de data engineer, il était fait pour cette personne, quoi. C'est en fait, il était vraiment fait pour le data engineering, et je pense que voilà, bon, c'était la bonne personne pour démarrer la team ensemble. Ok. Et donc ça, c'était il y a 5 ans, ça, voilà, en 2019. Exactement. Donc on va parler bien sûr de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais je veux bien qu'on démarre. Ok, du coup, la première data scientist, vous constituez un début d'équipe. C'est quoi l'état des lieux quand tu arrives, et c'est quoi ton premier chantier finalement, avant d'en arriver à ce qu'on fait aujourd'hui? C'était quoi tes premiers chantiers? On part direct sur des premiers modèles, premiers use cases, on construit un existant, voilà. Alors en fait, la première chose que je voulais mettre en place, c'est comme on avait l'ambition de grandir, de faire grandir l'équipe, je voulais mettre en place une plateforme ML pour que quand les data scientists allaient arriver par la suite, ils puissent voilà, avoir des outils pour travailler efficacement. Donc tu pensais directement voilà, scaling dès le début. Alors la raison, c'est que je voulais pas refaire les erreurs que j'avais vues dans mes expériences précédentes. Donc avoir des outils qui sont mis en place pour les data scientists, c'est vraiment nécessaire. Donc ça, c'est plus pour la partie plateforme, un peu outils ML. Et à côté, en fait, une entreprise comme Miracle qui veut faire des use cases ML, ça a besoin d'une data platform. À l'époque, il y avait déjà quelque chose en place, donc un Redshift. Et donc du coup, on a démarré avec ça en gardant dans un coin de la tête que il fallait quand même travailler sur la data platform plus tard. Et en fait, pour faire une plateforme ML et une plateforme data platform qui vraiment se connecte bien pour rendre tout le monde productif, quoi. Donc c'est vraiment, vous voulez vraiment distinguer les deux aspects, d'avoir une ML plateforme un petit peu, même si ça s'entreconnecte, dès le début vous vouliez vraiment avoir quelque chose de dédié pour l'équipe data science. Exactement. Donc en gros, en fait, une entreprise comme Miracle, ça doit gérer la volumétrie. Donc avoir un outil qui fait du calcul distribué. Donc comment faciliter en fait le calcul distribué pour les data scientists, parce que faire du Spark quand on est data scientist, c'est pas notre métier de base. Et il y a vraiment un gros mur entre voilà, le data scientist et comment je scale, comment je distribue donc en Spark par exemple. Et aussi il y a toute la partie comment je passe du notebook à la production, où en fait il y a quand même encore beaucoup de difficultés là-dedans. Et aussi voilà, vraiment toute la partie collaboration.
Donc, je voulais vraiment faciliter la collaboration quand les data scientists allaient arriver. Et effectivement, on regardait un peu des solutions. Alors, est-ce qu'on fait ça in-house? En général, pour les use cases qu'on voulait traiter et la croissance qu'on attendait, on n'allait pas faire ça nous-mêmes. On a regardé 2-3 solutions et à l'époque, on a été démarché par Databricks. Donc, ils nous ont un peu présenté leurs solutions et ça convenait pas mal à nos use cases, ce qu'on voulait mettre en place. Notamment si vous avez déjà du Spark à la base. Voilà, et effectivement, Databricks, les fondateurs sont les fondateurs de Spark. Et il y avait cette vision vraiment de comment on évangélise Spark aux data engineers ou même aux data scientists. Et il y avait une belle vision derrière, même si ça n'avait pas toutes les features que Databricks a aujourd'hui. Et il y avait une communauté de personnes qui étaient chez Databricks qui travaillaient énormément sur d'autres projets comme MLflow, qui est open source. Pour voir, c'est un outil qui permet de suivre les expériments en ML. Un data scientist, il va changer les hyperparamètres dans tous les sens. Il va falloir loguer tous les métriques, que ce soit des métriques un peu classiques ou des métriques custom. Et donc tout ça, ça vient avec. Et il y a des choses qui n'existaient pas dans Databricks ou qui ne convenaient pas tout simplement. On les a complétées avec des solutions qu'on a pris à droite à gauche. Et notre ML plateforme aujourd'hui, c'est un peu un ensemble de solutions qu'on a construit avec Databricks et autre chose, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et donc ça veut dire que dès le début, tu disais j'ai pas reproduire les erreurs du passé. C'était quoi? C'était mon notebook qui était un petit peu, on va dire, chaotique et que c'était vraiment difficile de mettre en production. Tu voulais faciliter le POC to prod globalement. Oui, alors en fait, quand on démarre une équipe, il faut avoir des personnes un peu full stack, entre guillemets. Mais en fait, on ne rend pas les gens full stack comme ça. On met en place des outils et on facilite justement tout ce process-là. Et donc, c'était important de mettre tout ça en place. Voilà. Et donc, ça veut dire que les personnes, quand tu as commencé à faire grandir l'équipe, tu recrutais plutôt des data scientists, entre guillemets, classiques, généralistes, et tu essaies de les rendre full stack, comme tu dis, donc en tout cas autonome vers la mise en production des modèles. Oui, exactement. Alors, l'objectif, c'était vraiment des gens qui voulaient toucher à tout, que ce soit pour le POC ou la production. Et la vision, c'était les premiers data scientists, ils sont full stack et ils vont faire tout de A à Z, du POC, bien évidemment la modélisation, jusqu'à la mise en production, en étant aidés par soit des data engineers, soit tous les outils qu'on a mis en place. Et c'est vrai que les premiers data scientists, je les ai un peu forcés, entre guillemets, à faire du Spark. Donc en fait, alors moi-même, j'étais un peu forcé à en faire, et au final, ça m'a beaucoup plu. Mais grâce à tous ces outils qui facilitent un peu la compréhension et la mise en place du calcul distribué. Donc, voilà. Okay. On parle de quel type de volumétrie si tu as besoin de faire du Spark? Alors, on parle quand même de centaines de millions, quand même, par exemple, de produits sur lesquels il faut faire des prédictions ou apprendre, etc. Donc, on peut soit utiliser du calcul distribué pour l'apprentissage, comme on peut en faire, mais c'est plus classique sur la partie inférence. Mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Ok. Donc, avant qu'on parle plus de comment est-ce que justement cette vision du data scientist full stack a évolué, tu peux nous parler un petit peu des grands cas d'usage que vous avez dû traiter au fil du temps. Miracle, vous êtes provider dans le marketplace, j'imagine qu'il y a plein de sujets autour du matching de catalogue, mais il y a sûrement bien plus large que ça. Donc voilà, est-ce que tu as les grandes catégories de cas d'usage que vous devez traiter en tant qu'équipe? Alors en fait, quand je suis arrivée, j'ai fait un peu la tournée un peu des gens. J'ai posé pas mal de questions et au final, il y a trois axes qui ont un peu émergé à l'époque. Et en fait, le premier pain point, c'est comment on automatise les actions manuelles qui sont faites pour gérer la marketplace. Okay. Donc, en fait, qu'on soit opérateur dans la marketplace, donc celui qui a la marketplace, ou qu'on soit vendeur, en fait, on a beaucoup de choses. Les gens galèrent un peu à gérer leur catalogue, par exemple. Donc, si je donne un exemple, un vendeur arrive, il se dit « Ok, je veux vendre sur tel marketplace. J'ai mon catalogue et en fait, il est dans son propre format. » Donc, il arrive avec son Excel, il a 100 000 lignes, par exemple. Donc, chaque ligne, c'est un produit. Les colonnes, ça va être les attributs qui représentent le produit. Donc, ça peut être des titres, descriptions, des attributs, etc. Et du côté de la marketplace,
elle va avoir sa propre taxonomie. En fait, ça ne matche jamais. Sauf que le vendeur, il peut essayer d'intégrer dans la première marketplace son catalogue. Il a réussi. Et en fait, là, il y a une seconde marketplace, une troisième marketplace, etc. Parce que pour optimiser son gain, il va vendre partout. Bien sûr. Au fur et à mesure, ces dernières années, on a rajouté plein d'algos pour justement faciliter et accélérer ce onboarding de catalogue. Et en fait, quand on parle des sujets autour de l'automatisation, au final, on tombe beaucoup sur les sujets de la gestion du catalogue. Et une fois que les produits sont arrivés dans le catalogue, en fait, on peut aussi avoir des erreurs. Donc, soit parce que les vendeurs n'ont pas utilisé nos algos, soit parce que nos algos peuvent faire des erreurs aussi. Et en fait, il y a d'autres algos qui repassent par-dessus pour voir s'il n'y a pas des problèmes de catégorisation du type un t-shirt qui a fini dans les iPhones. Alors en fait, ça peut arriver. Ça arrive. Et en fait, donc ça arrive, ça commence par le catalogue et ça finit bien évidemment sur le front. Donc quand ça finit sur le front, c'est une catastrophe parce que on va le voir, c'est visible et ça a forcément des impacts sur la conversion et l'expérience utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est maintenant que le vendeur a intégré ses produits dans le catalogue, il va commencer à vendre, il va avoir une vie sur la marketplace. Donc, en fait, il va faire pas mal de choses et on va monitorer ses comportements sur la marketplace. Donc, par exemple, si je prends un exemple, ça peut être sa vente qui explose soudainement. Alors que le vendeur vient d'arriver et en fait il vend un iPhone à 10 €, en gros il y a un petit problème quoi. Donc ça, je donne un exemple un peu extrême, mais ça peut être aussi des choses du type en fait le vendeur est parti en vacances et il a oublié de fermer sa boutique, mais les gens continuent à acheter sur la marketplace et du coup il y a un problème et en fait ça dégrade l'expérience parce que les gens ils ont acheté mais au final ils se font refuser leur commande, tout ça. Et ça c'est plus côté ce que moi j'appelle un peu anomaly detection des vendeurs, mais en parallèle on a aussi des sujets autour de ce qu'on appelle le Customer Care Intelligence. Et en fait, c'est des features où on essaye d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, quand je dis utilisateur, c'est des gens comme nous qui venons acheter sur la marketplace. Et donc, une des premières features qu'on a sorties, c'était le monitoring des messages qui sont échangés entre des acheteurs comme nous sur la marketplace et des vendeurs. Donc en fait les gens au début ils sont pas contents parce que ils n'ont pas reçu leurs produits etc. Et à un moment ça commence un peu à escalader et en fait l'algo il détecte ça automatiquement dans toutes les langues qu'on gère. Donc un seul modèle cross-lingual qui détecte qui en near real time monitor un peu tous ces messages et donc ça c'est une feature qui a eu du succès, quoi. Ouais. Et le dernier pôle, c'est comment booster les revenus de nos clients. Parce que en fait, les produits, on a beau intégrer des produits dans un catalogue, ça va pas se vendre tout seul. Sur un site de e-commerce, en fait, il y a des endroits qui sont stratégiques. Les gens viennent là. Donc, il faut mettre les produits là, quoi. Et du coup, la question, c'est c'est quoi le produit qu'on affiche au bon moment pour le bon utilisateur? C'est des systèmes de recommandation. Et en parallèle, on a aussi lancé Miracle Ads, qui permet à l'opérateur de monétiser sa plateforme via des produits sponsorisés. Donc, ça, c'est... le produit a été créé à la base, ce qu'on appelle les produits sponsorisés, ça a été créé par Amazon à la base. Et donc, qu'on a construit aussi à Miracle pour nos clients. Donc, voilà. Ok, donc ça part d'une gestion, on va dire, voici un catalogue, mettez tout ce que vous voulez dedans, je vais essayer de vous optimiser au mieux, de rendre le moins painful possible le matching, à de plus en plus sur de la reco, sur la gestion du cycle de vie du vendeur et du client pour amplifier, améliorer, augmenter cette marketplace. Ça fait... aujourd'hui, je sais pas si tu as une estimation, combien vous avez d'algo en prod alors on en a pas mal. Alors ça dépend un peu de la définition parce qu'en fait un seul et même projet peut en avoir plusieurs. J'ai du mal à estimer le nombre, mais on en a quand même une dizaine, quinzaine, ça c'est sûr. Alors par contre il y a un point qui est intéressant, c'est que on a fait des algos dans certains projets qu'on réutilise au final partout. Alors au début, quand on l'a fait, on s'y attendait pas forcément.
Et en fait, c'est marrant de voir que, par exemple, un modèle de catégorisation, en fait, il vient alimenter un algo de Miracle Ads, par exemple. Enfin, je veux dire, on ne voit pas la connexion tout de suite, mais au final, c'est réutilisé partout et les data scientists, en fait, ils se partagent leur modèle via notre modèle registry qu'on a mis en place dans la suite un peu ML Platform, quoi. Ok, donc tu récoltes les fruits de cette plateformisation que tu as mis en place dès le début. Ok, donc ça ressemble à quoi aujourd'hui cette ML plateforme en termes de type de service que tu mets dedans? Alors dans cette plateforme, on va avoir toute la partie calcul distribué. Donc en gros, voilà, tout ce qui permet de faciliter le calcul distribué. On va bien évidemment avoir cet environnement de notebook. Où la personne vient se connecter, choisit une machine. Donc au tout début du POC, la personne n'a pas besoin d'avoir une grosse machine. La personne fait son POC, elle peut même faire du pair programming avec un autre data scientist en partageant le lien, etc. Il y a toute la partie suivi de métriques des experiments ML, pure ML. Donc ça fait partie de MLflow, j'imagine. Voilà, exactement. Et MLflow vient donc dans la partie managée de Databricks, ça vient avec la registry de modèles où en gros on enregistre les modèles, il y a les versions, etc. En fait, il y a plein de tags pour pouvoir différencier les modèles qui sont en production, qui sont en staging, qui n'ont pas pu passer en production, etc. Il y a aussi les modèles serving. Donc, en gros, on s'en sert souvent pour faire des endpoints de modèles ML qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une faible latence. Donc, quand on met un modèle, quand on crée un modèle, on peut avoir par exemple des prédictions par batch. Donc en gros, le data scientist va coder son job de prédiction. Voilà, on va avoir de nouveaux produits, on va les prédire, on va les mettre quelque part. Et en fait, l'autre type d'intégration, ça va être l'intégration synchrone. Et donc du coup, à ce moment-là, on a besoin des endpoints. Donc c'est le déploiement d'un modèle dans un endpoint est assez facilité. Okay. Et donc ça c'est quand même pas mal pour un data scientist et donc c'est comme ça qu'ils vont en production un peu tout seul, quoi. Alors c'est une autre histoire quand on parle des endpoints à faible latence de moins de 10 millisecondes, etc. Ouais, les fameux que dont tu me disais, peut-être en temps réel, l'escalade de conversation. Ouais, voilà, ça c'est une autre histoire. Et après il y a toute la partie en fait quand on fait des prédictions. On input les données de la data platform, on fait des prédictions et en fait on les redéverse dans la data platform nos prédictions, que ce soit pour nous ou pour d'autres équipes, quoi. Par exemple, on utilise beaucoup les embeddings, par exemple, ils sont tous stockés dans la data platform. Donc pour qu'ils soient consommés par d'autres équipes, ou alors parce que en fait on calcule des embeddings pour que les data scientists, quand ils arrivent, ils puissent les utiliser pour faire leur premier un peu baseline et faciliter un peu tout ça, quoi. Ok, donc, ça veut dire que tu as quand même essayé de mettre un maximum de choses en place pour qu'il y ait le moins besoin entre guillemets possible de data engineer, software engineer pour aller jusqu'à la mise en prod. Exactement. Alors ils interviennent toujours un tout petit peu et aussi parce que voilà on fait évoluer cette plateforme aussi, mais l'objectif c'était vraiment donner tous les outils en main pour que chaque data scientist soit autonome et qu'il puisse aller jusqu'à la production. Ok. C'est-à-dire qu'il y a quand même une équipe data ingénieur mais qui n'est pas forcément au même endroit. Voilà, exactement. Alors en fait, chez nous, il y a des data engineers dans le pôle data. On a une équipe data platform composée de data engineers. On a une équipe data science composée de data scientists et aussi de data engineers. Donc en fait, les data engineers en Miracle, ils vont avoir un peu... soit c'est des personnes qui ont une affinité un peu plus data platform, on va dire. Soit c'est des personnes qui vont avoir un peu une affinité ML. Et en fait, ils viennent bosser avec nous. Enfin, en fait, dans les faits, on bosse tous les jours avec eux, mais ils viennent bosser avec nous là où on a un peu besoin d'aide. Donc, soit pour mettre en place de nouveaux outils pour les data scientists, soit quand on travaille sur des use cases à faible latence où on doit mettre une archi vraiment complexe, où là, totalement, ça sort du boulot de data scientist. C'est pas notre domaine d'expertise, donc ils vont bosser avec nous pour mettre tout ça en place. Voilà, ça c'est un peu comment on travaille avec eux. Ok. Et la ML plateforme, c'est vous qui la maintenez ?
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est principalement quand même beaucoup de Databricks, hein. Ça je ne vais pas, donc en toute transparence. Et on a rajouté des choses, par exemple, on a du Airflow pour toute la partie scheduling, orchestration de job, qu'on a rajouté à côté, parce qu'on en a besoin, mais ça lance derrière, par exemple, des machines sur Databricks et AWS pour faire des calculs, quoi. Ok, voilà. Okay. Très cool. Il y a un truc que je veux bien comprendre. Donc, vous êtes marketplace que vous vendez à différents clients. Ça veut dire que dans votre organisation, donc toi, tu représentes l'équipe d'IA. Il y a du coup des équipes produits, il y a des équipes engineering, de développement, ou des feature teams, etc. Comment ça fonctionne? Parce que toi, j'imagine, en tant que lead de l'équipe, je sais pas, tu réceptionnes plein de potentiels cas d'usage, plein de sujets. Toi-même, tu veux en pousser quelques-uns, j'imagine. Comment est-ce que ça fonctionne, la relation entre, ou la priorisation des sujets entre ce que veut te définir comme roadmap au sens large une équipe produit et j'imagine que tu as aussi ta propre roadmap, les propres sujets sur lesquels tu travailles. Comment vous priorisez ça? Comment se fait ce lien? Parce que si je comprends bien, vous n'êtes pas forcément rattaché en tant que une feature team totale data engineering product. Comment ça fonctionne chez toi? Alors d'un point de vue high level, moi j'ai pas mal de sessions de priorisation ou de discussion avec la CPO du coup. Et en fait en amont les PM ont déjà pas mal poussé les sujets côté produit et ils ont un peu déjà filtré en amont quoi. Donc quand on commence la discussion, on essaye de voir si c'est des sujets IA ou pas parce que parfois ça peut être des choses un peu plus simples. Peut-être que parfois ça peut être de la BI, peut-être c'est de l'AI. On filtre un peu et après on re-rank un peu en fonction de la business value, de la priorisation. Et de là, on break down un peu les sujets, comment on priorise. Et quand le sujet arrive chez le data scientist parce que y a du temps libre, enfin pas libre mais dédié à ça. Voilà, dédié à ça. Quand on a réussi à prioriser, le data scientist prend le sujet et souvent il est vraiment owner du début à la fin et pas que sur la partie production, hein, vraiment dans l'interaction aussi. Et en fait, les premières semaines, il va un peu explorer le use case. Et il va faire pas mal de points avec l'équipe produit, le product owner qui est concerné par la feature, pour montrer un peu les premiers résultats, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et donc on avance comme ça, on boucle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines selon la fréquence. Il montre des résultats, il fait des dashboards où il imagine un peu le scénario d'intégration parce que en fait l'intégration dépend beaucoup des résultats au final. Un modèle qui surperforme ne va pas avoir le même type d'intégration qu'un modèle qui marche un peu moins bien. Donc en fait, il va un peu imaginer, il va faire son dashboard en Streamlit ou en Dash pour dire moi je pense qu'on pourrait l'intégrer comme ça. Alors c'est totalement challengeable hein, parce que c'est la vision du data scientist. Mais en fait, ça permet à l'UX et au produit de jouer un peu avec et à quoi il pourrait s'attendre en termes de résultats. Ok, donc, parce que je trouve qu'il y a toujours un petit peu cette inconnue, cette gestion de l'incertitude totale lorsque tu démarres un nouveau use case à connotation data science, IA. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que tu essayes de faire un maximum de transparence et d'explications régulières de où est-ce que j'en suis dans mon exploration. Vous manipulez, vous jouez avec. Et on se dit ensemble go ou no go si on veut industrialiser ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a pas mal d'allers-retours. Et les PM vont venir jouer un peu sur le dashboard en disant mais ça a l'air bizarre, pourquoi ça fait ça n'a pas de sens, etc. Et c'est super intéressant parce qu'ils vont apporter l'expertise métier que le data scientist n'a pas forcément. Et en fait, ils vont se challenger comme ça. Et à un moment, souvent ce qui se passe, c'est le PM sent que bientôt peut-être on va atteindre la phase où on peut aller en production. Et donc, la personne va travailler avec l'UX pour voir comment on peut intégrer et aussi commencer les discussions d'intégration avec les développeurs. Donc là, la question va se poser de comment ils vont consommer nos outputs. Est-ce que on vient déposer des prédictions et ça suffit toutes les heures, tous les jours, ça suffit? Est-ce que c'est une intégration synchrone?
À ce moment-là, il y a peut-être un bout d'un data engineer qui va juste rester dans la boucle pour être sûr que tout se passe bien. Ou alors, et est-ce que c'est une intégration synchrone à faible latence? Là, ça part dans des envergures d'un autre délire, on va dire. Mais voilà, ça, c'est un peu les types d'intégration qu'on a. Et en fait, ils vont boucler. Ils vont faire toutes les interactions, les allers-retours. Et aussi, par exemple, à Miracle, on gère énormément de clients. Donc la question va se poser de savoir est-ce qu'on est OK de partir en production avec le fait qu'on gère X clients importants, on va dire, ou tout simplement on va gérer le français et l'anglais si c'est d'autres use cases plus NLP, et on gère d'autres langues après. Ou alors on se dit dès le début non, il faut que ça gère tout, et à ce moment-là ça va prendre plus de temps. Donc en fait ça va dépendre un peu de l'attente de la part du produit aussi. Ok. Et il y a toujours, on va dire, ce côté, même si tu donnes un maximum de transparence, on n'est pas sur les mêmes temps en général d'exploration, de développement, etc. par rapport à du dev entre guillemets classique. C'est bien compris ça, c'est bien. Vous arrivez à le challenger comme il faut, parce que j'imagine qu'un PM peut arriver en mode ok, ma roadmap dans les 3 prochains mois, je vais avoir incorporé ça, et là je sais pas si c'est faisable ou pas, j'ai besoin de le vérifier. Donc il y a toujours ce dialogue un petit peu particulier qu'il faut mettre en place. Oui, alors en fait, dès le début, on est assez clair sur le fait que on peut essayer d'estimer grosso modo le temps qu'on va mettre pour faire un premier POC. Mais en fait, ils voient au fur et à mesure que ça se passe jamais comme prévu. Donc au final, l'évangélisation, on va dire, de la façon dont on fonctionne, ça se fait parce qu'ils voient les outputs, et ils voient bien que c'est pas si facile, et donc en fait ils s'habituent à cette temporalité au final qui est différente. Mais la première fois, oui, je pense qu'ils sont un peu c'est différent d'un développement classique, on va dire, mais ils finissent par s'habituer. Vous avez quand même une orga particulière en termes de, je sais pas, de sprint, de découpage, de temporalité côté data, ou c'est... Non, pour le moment, on n'a pas ça. Ouais. En fait, la façon dont on fonctionne, elle est assez différente selon les projets aussi. Par exemple, en général, on n'a pas de daily, par exemple. Ça, c'est des rituels quand même qu'on a souvent chez les développeurs. On n'a pas de daily. Par contre, quand on a, par exemple, un projet avec une deadline super serrée, là, on n'a pas de temps à perdre. Donc, en fait, si une personne a un problème, il faut qu'elle le dise. Là, on va fonctionner en mode daily et tout, mais alors pas de sprint et tout ça. Enfin, je trouve que ça colle pas trop à la façon dont on fonctionne. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place. Bon. Mais du coup, il y a quand même des choses sur démontrer régulièrement les avancements, etc. Donc, mais c'est pas forcément ritualisé tous les vendredis. Non. Par contre, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à maille trimestrielle. On essaye d'atteindre ces objectifs-là. Et après, le data scientist doit s'arranger pour essayer d'atteindre, ou alors le dire assez rapidement, en fait, on va pas pouvoir le faire. Ok. Alors, il y a des questions qui ont été posées, et donc, pas mal de lignes, donc je vais essayer de lire ça. Alors, hello. Je gère une équipe d'IA. Je constate que les PM et business ne se rendent pas toujours compte de ce que peut faire l'IA. Pour tacler cela, notre stratégie est de laisser une bande passante pour de l'innovation pour mon équipe et de faire continuellement des roadshows, des vidéos pour l'entreprise. Est-ce que vous avez la même problématique et comment la gérez-vous ? Oui, alors c'est une bonne question. Alors, avec l'IA générative, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'idées. On va y revenir, je pense. On va y revenir. Alors, ils ont beaucoup d'idées, mais c'est vrai que, c'est quand même, des personnes qui se posent les bonnes questions, et parfois ils viennent nous voir en disant, est-ce qu'on peut faire ça ensemble ? Et en fait, c'est pas de l'IA, etc. Mais il n'y a pas de problème. Enfin, on a le droit d'en discuter. On leur dit juste, en fait, tu peux faire ça avec, sans IA, ou avec de l'IA, avec vous n'avez pas forcément besoin de nous, vous pouvez prendre des choses qui existent sur étagère. On a pas mal évangélisé, effectivement, aussi. Parfois, les data scientists vont aller présenter un peu ce qu'on fait aussi, des choses comme ça. C'est un peu au cas par cas, je dirais. Alors, on n'en fait pas des roadshows comme ça a été évoqué, mais ça peut être une idée.
Ok. Et il y a une autre question qui a popé. Donc, est-ce qu'il a été envisagé de rattacher un PM à la plateforme ML ou en accompagnement avec les équipes data? De ce que j'entends, la collaboration product data est très fluide chez Miracle. Donc, mais est-ce que, du coup, il y a été question au moment d'incorporer un profil PM au sein de la partie ML plateforme ou Alors, c'est des questions, effectivement, qui sont posées. Effectivement, mais on a jugé que c'était pas trop pertinent par rapport au mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que vu tous les use cases qu'on a, avoir par exemple une personne qui peut gérer autant de sujets divers et variés, ça n'avait pas de sens. Ouais, sur les use cases, c'est du portfolio management que tu... Ouais, ça n'avait pas de sens. Okay. Mais voilà, en fait, il faut toujours trouver la bonne organisation pour le bon problématique. Donc voilà, on reste ouvert bien évidemment, mais une personne qui va devenir PM Data et qui va gérer tous ces sujets qu'on a, en fait, ça, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Aujourd'hui, dans la manière dont vous fonctionnez, voilà, globalement, si j'ai un use case, c'est très fluide entre la personne côté produit et qui data. Et côté plateforme, du coup, c'est pas forcément nécessaire à ce stade d'avoir un PM dédié sur... Non. Côté plateforme, je pense que ça va parce que c'est pas en soi un produit, c'est en soi le ML plateforme en soi, c'est pas un produit. Donc ça a pas trop de... je pense que si on était 200 data scientists, ça va en devenir un. Donc, oui, puis vous êtes quand même déjà sur, comme tu disais, bien intégré avec Databricks, tout est déjà plus ou moins pré-packagé et vous rajoutez des outils au fur et à mesure. Mais je pense que si on avait construit quelque chose de zéro, ça aurait peut-être peut-être pris du sens. Ok. Juste pour revenir sur les cas d'usage, est-ce qu'il y a une grosse distinction ou est-ce qu'il y a des cas de figure où on va dire la partie IA elle est au cœur du business de cette feature produit et du coup là vous êtes directement exposé, comment est-ce que ça se gère différemment d'un use case peut-être plus descriptif ou plus interne, comment vous gérez ça? Oui, alors on a deux types de features IA, on va dire. Il y a tous les features IA qu'on vient ajouter dans des produits Miracle qui en soi n'ont pas besoin d'IA pour fonctionner. Enfin, le produit en standalone, il fonctionne bien. C'est juste qu'on va venir ajouter des features IA pour faire augmenter le revenu, faciliter la vie des opérateurs, etc. Enfin, un peu les use cases que j'ai expliqué au début. Et en fait, il y a des produits basés sur l'OML. C'est-à-dire qu'on est sur le chemin critique et sans nous, le produit, il n'a pas de sens. Ça va être tous les produits qui sont basés sur les systèmes de recommandation ou Miracle Ads. En fait, dès la mise en production, la data va devoir intervenir et mettre en production les premiers algos. Voire même avant la mise en prod. Du coup, si tu dis que je suis sur le chemin critique, c'est dès l'expérience utilisateur à designer que... Exactement. En fait, dès la mise en production, c'est le MVP du produit qui sort. Voilà, la data est déjà dedans. Donc, en fait, souvent, on fait des choses simples. Parce que quand on sort un MVP de produit basé sur LML, c'est déjà suffisamment compliqué d'un point de vue produit, mais aussi d'un point de vue data. Donc, on commence vraiment par des choses simples. Pour enlever le maximum de complexité, que ce soit sur l'architecture, l'algo, etc. On répond à un premier use case, on le fait bien, et après on rajoute, parce que si on fait tout d'un coup, là, on va pas s'en sortir. Donc, ouais, clairement. Nouvelle question qui pop. Comment Miracle Ads utilise l'IA pour assurer la gestion en temps réel des enchères et des placements publicitaires, tout en maintenant une faible latence, et quels sont les principaux défis technologiques que vous rencontrez? Alors, la première, ça va être vraiment toute la partie algorithmique, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des algos, tout ce qui est lié à ads, les gens publient pas beaucoup. Parce que ça génère beaucoup d'argent, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de publications. Oui, tous les géants voilà, exactement. Okay. Et alors, c'est ce qui fait aussi le challenge, parce que c'est des sujets qui sont loin d'être classiques. Et en fait, moi, j'ai un data scientist dans mon équipe. Quand on a lancé Miracle Ads, en fait, il a un compte vendeur sur Amazon. Et en fait, il jouait sur la plateforme pour savoir comment ça fonctionnait. Et en fait, dans l'équipe, on a des gens qui sont super curieux, mais d'un point de vue data science et d'un point de vue produit. Et en fait, c'est comme ça qu'il nous a fait une démo
de comment voilà, il a sponsorisé les produits, comment ça s'est passé, les bid price, etc. Et en fait, voilà, on a aussi cette approche un peu, parce que la data, elle est liée au produit au final. Ouais. Et donc, on a un peu cette approche pour découvrir comment on devrait faire. C'est un peu rétro-ingénieré, enfin voilà, un peu comment ça se passe. Et par exemple, dans Miracle Ads, on a commencé comme ça. Alors oui, il y a quand même de la littérature. Donc on lit quand même des choses. Après, moi j'ai fait un peu d'ads avant, donc il y a des endroits où ça a aidé. Mais voilà, on continue à travailler dessus. Alors désolé sur Miracle Ads, je peux rien dévoiler. C'est pas pour rien que le sujet. Voilà, je peux rien dévoiler. Après, donc l'autre challenge, c'est la faible latence. Ouais. Et il y a aussi un gros sujet autour de. Il faut que la data science arrive à mettre en production. Et à continuer à améliorer toute la partie algo, l'ad request, etc. Mais en respectant vraiment les contraintes de la faible latence, etc. Mais qu'elles soient en autonomie. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma boîte d'avant, quand j'avais fait un peu d'ads, forcément, toute la partie un peu critique comme ça, où on doit répondre à faible latence, c'est le développeur qui va coder. Donc ça fait que le data scientist dit il faut faire ça. Le développeur va essayer de coder. Alors ça va bien se passer normalement. Et ça se passe bien, mais c'est juste que demain il va dire non mais en fait c'était pas comme ça, il faut le faire autrement. Mais le développeur il est passé à autre chose. Il a une autre feature à traiter, etc. Et ça prend du temps. Et donc ça, on essaye de faire quelque chose qui respecte les contraintes. Mais tout en gardant tous les outils qu'on a qu'on a fait pour faciliter la mise en production des modèles ML, il faut que tout ça rentre dedans aussi. C'est-à-dire que le data scientist doit être capable de mettre en production et améliorer tout ce qui se passe dans ces architectures-là et rester autonome. Mais il ne faut pas que ça retarde l'ad request ou des choses comme ça. Donc parce que potentiellement, tu as envie de changer de typologie de modèle ou d'ajouter une nouvelle feature, et ça, c'est directement dans ce que le développeur a intégré directement, on va dire, dans l'application. Voilà, donc en gros, là, on a beaucoup de discussions là-dessus, mais ça se passe très bien parce qu'en fait, on a la même vision avec la partie engineering. Qui voudrait nous donner le plus de liberté possible et d'autonomie pour continuer à développer. Mais il faut qu'elle reste garante, bien évidemment, de la latence. Donc ça, c'est des problématiques, mais super intéressantes qu'on a. J'imagine que ça conditionne aussi grandement le choix d'algo, le choix de... Exactement. Ok. C'est le sujet. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Il y a eu un avant et un après en termes depuis l'IA générative, on va dire. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais dans mon cas, avant, j'étais un peu toujours obligé c'était presque l'équipe data qui poussait un peu les use cases. Voici ce qu'on pourrait faire avec la data, avec l'IA. Regardez, ça pourrait être cool d'intégrer ça. Et d'un seul coup, les COMEX, les stakeholders, etc., ont manipulé le dimanche midi ChatGPT. Je veux ça chez moi, et donc maintenant on est prêt plus à nous-mêmes nous freiner parce que trop de potentiels cas d'usage. Tu l'as vécu un peu de la même manière? Le rapport a changé depuis oui, alors effectivement, il y a eu un intérêt comme on n'en a jamais eu dans le passé avec, bien évidemment, ChatGPT et d'autres modèles qui ont été réalisés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très positif, c'est vraiment tout le monde s'intéresse à l'IA et ils vont aussi parfois avoir des idées qu'on n'a pas parce qu'ils ont tout l'aspect métier, les problématiques, etc. Après, c'est vrai qu'on a été un peu submergé de demandes parce que ils ont des idées dans tous les sens, donc il a fallu trier forcément. Mais pure data science, il y a des choses extrêmement intéressantes qui en sont sorties parce qu'il y a des use cases qu'on ne pouvait pas traiter avant, qu'on pouvait traiter, et ça s'est fait parce que les gens du métier, parce que les gens qui voulaient améliorer la solution ont beaucoup poussé, et donc on est parti bosser là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Parce que même la manière de développer finalement les modèles est un petit peu différente. Vous avez dû adapter votre plateforme d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'on est peut-être moins sur du ML classique, aller récupérer ma donnée, entraîner mon modèle, faire mes features, etc. Vous avez dû complètement réadapter les choses techniquement parlant pour intégrer ces algos? Alors en fait, il y a des choses nouvelles qui sont
qui sont arrivés, forcément. Mais dans la façon de travailler, je pense que la plateforme était plutôt... elle était prête à s'adapter. Okay. Donc, il n'y a pas eu de gros changements. C'est plus de nouvelles briques qui sont venues s'ajouter, mais qui se connectaient déjà très bien, quoi. Donc, comme quoi, par exemple, d'aller pouvoir requêter un modèle existant extérieur. Voilà. Exactement. En fait, c'est une plateforme où, en fait, si on va aller chercher d'autres modèles ou appeler d'autres API, c'était déjà... fait pour, donc on n'a pas eu trop de soucis. Après, bien évidemment, il y a de nouveaux algos qui ont vu le jour qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, ça c'est sûr. Ouais. Ok, et même d'un point de vue, donc là on n'a pas techniquement, mais j'ai l'impression, tu me corriges si je me trompe, mais que le POC est assez facile en IA générative, je peux tester plein de trucs assez rapidement. C'est la mise en prod qui est compliquée, la gestion de toutes les garde-fous qu'il faut se mettre pour pas que ça parte dans tous les sens, que ça aille dans tous les sens. C'est un peu ça que tu as vécu aussi, comme même le temps pour potentiellement aller déployer une nouvelle feature d'IA peut être drastiquement réduit. Oui, alors ça dépend des use cases. Mais aussi des attentes, c'est-à-dire jusqu'à où on est prêt à avoir des hallucinations, parce qu'en fait il y a des use cases où on peut pas se le permettre et des use cases où ça passe encore. Mais effectivement, le POC n'est pas toujours simple, dans le sens où le POC inclut une certaine couverture, par exemple de clients ou de use case, etc. Donc effectivement, tester pour voir si ça a l'air de marcher est simple, mais au final faire un vrai POC avec une vraie couverture pour dire oui, on peut y aller, c'est toujours, c'est même aussi, je dirais pas que c'est aussi compliqué qu'avant, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été facilitées avec tous les modèles qui sont sortis, mais les difficultés restent les mêmes, je trouve. Tu as des exemples de use case que ça a complètement unlock, que vous pouviez juste pas adresser avant? Il y a eu le catalogue Transformer. Donc au début, je parlais des vendeurs qui intègrent les produits dans les différents marketplaces. On avait clairement des problématiques de scalabilité. Donc pas en termes de volumétrie, mais le fait que chaque client marketplace a sa propre taxonomie, a sa propre spécificité, faisait que le machine learning classique, c'est apprendre sur les données du client. Donc, du coup, si le client, par exemple, venait de démarrer, par exemple, il n'a pas beaucoup d'exemples, il y a des univers dans son catalogue où il n'y a pas de données, où les données sont fausses, etc. Bon, voilà, problème classique en ML. Donc, on avait des algos qui avaient pas mal facilité le onboarding, mais il y avait quand même une limite. On sentait une limite. Et avec l'arrivée des modèles LLM, on sentait qu'à un moment, ça allait faire exploser et nous unlock ce use case, et effectivement, ça s'est fait, quoi. Okay. C'est-à-dire avec toute la connaissance que le LLM vient avec, on peut vraiment faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais, ou alors j'avais dû mettre en place des algos de NLP ultra compliqués, etc. Et là, d'un seul coup, ça a pu tout chambouler. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de type de feature ou produit qu'on peut faire avec. Après, dans la vie de tous les jours, je trouve que ça aide, même dans des petits use cases comme cleaner un dataset, etc. Alors, quand on entend ça, on se dit c'est rien du tout, mais en fait le dataset est clé en ML. Donc en gros, si le LLM arrive à cleaner des datasets ou même générer des candidats ou des choses comme ça, en fait ça fait exploser la perf. Donc voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il vient nous aider, mais en fait ok, donc c'est pas forcément juste la seule brique algorithmique que tu vas utiliser, mais tu peux l'utiliser en amont ou en aval d'un système ML existant pour aller améliorer cette perf. Exactement. Ok. Autre question qui a popé. Comment trouvez-vous le bon équilibre entre la performance de l'algorithme, les méthodes de test, la prévention de l'overfitting et l'utilisation éventuelle de tests automatisés? Vaste question. Oui, alors le overfitting, on le traite comme toutes les personnes traitent, ça c'est sûr. Les tests automatisés, on en a pas mal parce que c'est vrai qu'on déploie beaucoup de modèles et souvent on a un modèle par client. On ne mélange pas les données entre les clients, forcément. Et effectivement, en fait, par exemple, on a
plein de modèles et tous les modèles s'update toutes les semaines, toutes les heures, tous les mois, etc. Tous les tests sont automatisés parce que du genre, il faut pas que le modèle aille en production si en fait il fait les tests, quoi. Alors je sais pas si la question elle était par rapport au modèle ou peut-être les tests automatisés en termes de justement de performance d'algo, comment que tu le suis dans le temps. Est-ce que tu, j'imagine, les rentraînements automatiques, etc. Réentraînement automatique, on a des tests dans tous les sens pour pas que les modèles aillent en production si ça part un peu en vrille. On a des monitoring partout et là aussi on a utilisé pas mal de features de Databricks parce que en fait les données arrivent et en fait on peut mettre des alertes dans tous les sens et donc s'il y a une alerte, bien évidemment il faut aller investiguer et en fait c'est très facile de dérailler, on va dire, déraper un peu. Il suffit que les données en amont changent ou le comportement des utilisateurs change et en fait le modèle ne fit pas, donc là il faut aller investiguer, corriger, etc. Ça, yes. Donc, encore une fois, toutes vos stacks mises en place de suivi des performances tant des data que des modèles est ultra clé à ce stade. Oui, exactement. Je voudrais prendre le temps restant pour parler plus de gestion d'équipe data, donc de ton rôle de lead dans cette équipe. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes combien côté équipe IA que tu gères? Alors, la data, c'est un peu plus de 25. Et côté data science, on est une quinzaine. Data scientists. 15 data scientists. Et est-ce que ça... Tu m'as parlé au début je cherchais des data scientists full stack, on va dire, et oui, on est très dans cette mouvance du ML engineer aussi, d'avoir un data scientist qui est capable tant de gérer la partie exploratoire, modélisation, mais que tu vas accompagner pour pousser en production. En grandissant, avec un nombre de use cases grandissant, est-ce que cette vision des choses, tu l'as fait évoluer? Alors, la vision, c'est toujours plus ou moins quand même des profils full stack, ou du moins, alors ils ont besoin d'être moins full stack qu'avant vu tout ce qu'on a mis en place. T'as facilité tout ce tooling. Alors, malgré tout, il faut quand même avoir une certaine appétence pour la production, mais ils peuvent être moins full stack qu'avant. Maintenant, en grandissant et quand on essaye de faire grandir l'équipe, on ne peut pas avoir que des profils full stack. C'est pas possible, on ne peut pas grandir comme ça parce que c'est des profils qui ne sont pas partout en fait. Donc, ce que j'essaye d'ajouter, c'est des compétences différentes qu'on n'a pas dans l'équipe. Donc, on peut avoir par exemple une personne qui a l'air super bon dans un domaine dans lequel on n'a pas d'expertise, mais par exemple la personne n'a pas fait beaucoup de production, il n'y a pas de problème. Sur la production, on peut l'accompagner et elle va grandir. Par contre, par exemple, la personne a vraiment une expertise sur le reinforcement learning qu'on n'a pas dans l'équipe, par exemple, et du coup, on vient ajouter des compétences un peu différentes comme ça. Parce que, en fait, quand on a une équipe avec des personnes qui ont des expertises différentes, ça fait une stimulation intellectuelle. Les gens apprennent aussi des nouvelles personnes qui arrivent, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles c'est pas grave s'ils n'en ont jamais fait, parce que ça s'apprend, et d'autres où on aimerait bien avoir des expertises en plus, quoi. Ok, donc dans tous les cas, que ce soit acquis ou pas, tu vas accompagner les data scientists sur un côté un petit peu full stack, dans le sens aider jusqu'à la mise en production, être autonome jusqu'à la mise en production. Par contre, tu passes peut-être d'un mode plus data scientist juste généraliste, on va dire, qui touche un petit peu à tous les types de use cases, t'en as certains qui vont être plus ciblés sur une expertise, comme tu dis, reinforcement learning, time series, etc. Parce que tu commences à avoir des use cases un peu plus ciblés sur ces trucs-là. Alors après, vu le nombre de use cases qu'on a, souvent ce que je dis aux candidats, parce que c'est des questions que je reçois souvent en entretien, c'est que oui, bien évidemment, ils vont commencer là. Mais vu les use cases qu'on a, en fait, ils circulent un peu dans les projets. Donc, par exemple, si une personne a fait beaucoup de time series, mais à un moment, elle se dit, je veux faire du NLP, si un projet arrive, on va lui donner, alors selon la deadline, etc. Donc, en fait, ils vont monter en compétence sur des sujets, différents sujets. Voilà. Ok. Ouais, t'as quand même besoin de cette appétence et curiosité à aller toucher à d'autres... Alors, oui. Alors, en fait, pour la production, il y a différents niveaux quand même. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir une vraie appétence pour la production, d'autres un peu moins. Pour moi, c'est quand même important de garder en tête que l'algo qu'on est en train de faire va aller en production, parce que sinon, on ne se pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que si on ne se pose pas les questions de la production,
ça arrive que des data scientists font des modèles, mais en fait, il ne peut pas aller en production. Si ta prédiction sur 2 lignes, elle prend 10 heures, là, sur 1 million, ça ne va pas tourner. C'est pas Spark ta solution. Donc, voilà. Et puis, tu n'es pas un département R&D. Voilà, exactement. Tu vas devoir aller mettre ça quelque part dans le produit directement, en production, que ce soit escalés internes ou externes. Exactement. Alors, on a un pôle R&D qui commence à se créer dans l'équipe. Alors, il n'y a qu'une personne dedans pour le moment, mais voilà, la personne garde en tête que c'est quelque chose qui va, c'est de la R&D pour aller en production, pour résoudre un use case donné. Donc, il faut garder en tête quand même, est-ce que c'est faisable ou pas Ça, c'est une question qu'on doit se poser dès le départ. Oui, ok. Donc, il y a des sujets qui sont, on va dire, encore un peu trop exploratoires, qu'on ne peut pas forcément y aller. Il faut faire un peu une R&D plus intensive, voilà, mais dans un objectif de, si demain je dois l'incorporer dans un produit, est-ce que je peux le faire ou pas, quoi. Voilà. Ok. En grandissant, du coup, en faisant grandir l'équipe, je sais pas, comment tu articules, on est sur un domaine qui va super vite, la gestion de la veille d'une équipe, la gestion de justement cross-compétences. Est-ce que quelqu'un, expert Time Series, peut aller aider à grandir de personnes sur ces sujets-là? Ça se gère comment, le lien entre le day-to-day des sujets, on va dire, business, la gestion de la veille, et toutes ces joyeusetés? Oui, alors on fait énormément de veille. Je pense que c'est un luxe quand on est assez nombreux dans l'équipe. C'est-à-dire qu'une équipe de 2 personnes, elle n'a pas le temps de faire de la veille, c'est pas possible. Mais comme on est assez nombreux et on a des personnes qui sont extrêmement curieuses, c'est des gens qui sont passionnés, donc en fait, elles font de la veille naturellement. Et en fait, concrètement, on a un channel sur Slack où les gens postent des veilles et après ça fait des discussions dans les threads, etc. Avant, ce qu'on faisait, alors maintenant on a un peu moins de temps, vu le nombre de use cases qui tombent dessus, l'avalanche des use cases, mais avant ce qu'on faisait, c'est quand une personne finissait un projet, ou arrivait à finir un projet un peu plus tôt par exemple, on se donnait 2-3 mois, ou même voire 1 mois ou 2, pour faire de la R&D sur un sujet qui doit avoir bien évidemment un rapport avec nos use cases, et ça a toujours donné quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, à aucun moment on s'est dit on a fait ça, mais en fait ça n'a jamais servi. C'est en fait la nature, le concours de circonstances a fait que oh là là, attends, tu te souviens, il y a 2 ans tu as fait ça, on va le ressortir, et on a résolu des use cases comme ça, avec des demandes clients. Et je me dis, mais en fait, si on n'en avait pas fait... on aurait pris vraiment... voilà, c'est ça. Ok. Autre question, alors désolé, il y a quelques lignes encore. Est-ce que finalement les profils de data scientist ne tendent pas à devenir moins intéressants que des data ingénieurs, système engineers qui évoluent vers des rôles de AI engineer, car on va de plus en plus vers des modèles pré-entraînés ou de Gen AI? J'ai aussi l'impression que les sujets AI et Gen AI se déploient plus vite avec un ROI direct, sauf dans le cas du rare case data science qui sont longs à développer pour un ROI difficilement vérifiable. Mais voilà, globalement, ce sujet de l'évolution du data scientist versus quelqu'un qui vient plus du software à aller utiliser les API d'IA générative. Alors, effectivement, je pense qu'il y a des nouveaux types de postes qui vont se créer, ça c'est sûr. Mais en fait, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en production plus vite et donc aller plus rapidement. Mais je pense que les modèles qu'on va traiter vont changer, ça c'est sûr, mais le rôle du data scientist restera tout aussi important, je pense, qu'avant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des modèles génératifs qui sont arrivés que c'est bon, ça peut aller en production. Moi je le vois dans les use cases, au final, les difficultés, les difficultés sont les mêmes. C'est-à-dire, il y a de nouvelles difficultés qui sont apparues avec les hallucinations. Les hallucinations, voilà. Mais en fait, le travail est le même. C'est de la R&D, c'est comment on améliore les choses, comment on fait de la veille, comment on arrive à mettre en production. Est-ce que ça répond au use case? C'est toujours la même problématique au final. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même dans les engineering teams, par exemple, des personnes qui vont être de plus en plus amenées à utiliser une API d'un OpenAI ou d'un autre, et presque, vu que ça se simplifie de plus en plus, l'accès en tout cas, je ne dis pas la compréhension profonde de ce qu'il y a derrière, mais l'accès, peut-être moins même besoin de vous solliciter l'équipe data? Alors, je pense qu'il y a clairement des use cases où ils n'auront pas besoin de nous. C'est déjà le cas aujourd'hui à Miracle, c'est-à-dire qu'on a fait le tri entre des choses que seuls les data avec des modèles sur étagère, et c'est très bien comme ça.
parce qu'on va aller plus vite. Notre objectif, c'est pas de faire de la data science, c'est d'aller en production et de résoudre des use cases. Donc s'ils peuvent aller en production sans nous, c'est très bien. On reste dans la boucle parce que voilà, c'est nouveau pour eux, parce qu'ils ont des questions, etc. Okay. Et c'est très bien comme ça. Mais très rapidement, quand les use cases deviennent un peu spécifiques, ça va basculer chez nous. Parce que voilà, c'est des personnes lorsque qui ont les problèmes en prod arriveront, on comprend moins pourquoi. Et justement sur ces titrologies, on va dire, j'ai pas le meilleur terme, mais est-ce que vous restez même sur un titre de data scientist ou vous nommez aussi des ML engineers, on parle de AI engineer, data engineer, analytics engineer, enfin il y en a plein. Est-ce que vous avez fait un petit peu évoluer vous les noms des rôles ou c'est pas forcément le délire? Alors ça va arriver. Ça va arriver parce que en fait aujourd'hui on a des data scientists, on a des rôles des postes ouverts de ML engineer. Donc en fait, quand même cette distinction on commence à faire cette distinction parce que c'est avant, comme ils étaient full stack, ils faisaient tout. Donc voilà, ils étaient tous dans les data scientists. Maintenant, on va grossir et les gens ont besoin aussi de se projeter. Et c'est quoi mon rôle? C'est difficile de mettre les gens dans des cases. Les gens rentrent jamais dans les cases. Mais heureusement d'ailleurs. Voilà, heureusement. Mais donc du coup, en fait, on a des rôles, par exemple, le data engineer plus orienté data platform, le data engineer plutôt orienté ML. Et en fait, voilà, les gens sont là où ils sont le plus proches par rapport au poste qu'on a aujourd'hui. Et le but, c'est de permettre à ces talents, au final, de faire ce qui les passionne et de leur donner un titre qui est le plus proche possible de ce qu'ils font. Hein. Donc on va probablement aussi avoir des research engineers dans les mois à venir, c'est certain, avec une composante de production bien évidemment. Mais voilà, c'est des postes qu'on ouvre. Et de toute façon, tous ces titres, ils n'ont pas le même sens dans toutes les boîtes. Oui, chacun va mettre ce qu'il veut derrière, c'est certain. Donc oui, il y a cet élargissement du scope, en tout cas, des possibilités de cas d'usage de manière très transversale. Est-ce que vous réfléchissez, maintenant que vous êtes une quinzaine, vous allez continuer de grandir, à justement la projection de carrière d'une personne dans l'équipe Data Science? Comment tu l'as fait grandir? C'est des sujets de réflexion que tu as, j'imagine? Oui, alors on a un ladder qui est assez simple pour le moment. Mais oui, effectivement, je pense qu'on va la faire évoluer pour que les gens puissent se projeter, dire ça va être quoi mon plan de carrière, qu'est-ce que je pourrais viser, etc. Parce que c'est aussi une source de motivation de se dire dans quoi je vais évoluer à Miracle. En fait, ça lien avec la dernière question. Est-ce que vous proposez une sorte de double track, on va dire le management versus individual contributor pour les profils data scientist ou pas encore? Alors c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'il est assez simple, des personnes peuvent évoluer en mode plus contributeur individuel, mais en étant lead sans la partie management, et des personnes qui vont évoluer sur la partie management. Souvent, ce qu'on fait, c'est en fait, comme on a beaucoup de personnes, c'est tous des talents qui sont passionnés par le ML, etc., on finit toujours par trouver le bon rôle pour la personne. Voilà, oui, t'as pas besoin de graver dans le marbre encore pour l'instant des grosses étiquettes, mais bon, ça va arriver, mais en gros, on essaye toujours de trouver quelque chose qui convient à la personne. Parce que on commence à être nombreux, donc on peut se permettre de le faire. Et c'est que comme ça qu'au final, la personne va être productive, parce qu'en fait, elle va s'épanouir dans ce qu'elle fait, et donc elle va être productive. Voilà. Ok. Et dernière question, parce que ça fait bientôt 1 heure qu'on papote. Ton rôle à toi, au fil de ces 5 ans, comment toi, ça a évolué? J'imagine que tu étais quasiment 100% hands-on, tout implémenté au démarrage. Aujourd'hui, plus pour donner un exemple de à quoi peut ressembler un rôle d'un lead AI dans une entreprise comme ça, ton quotidien ressemble à quoi? Comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Oui, alors effectivement, au tout début, je codais et je me suis accrochée pour coder à un certain moment. Là, c'est vrai que je code plus beaucoup. Là, c'est pas possible quand on a une équipe de cette taille-là de continuer à coder. Alors, je prends toujours du plaisir à coder un tout petit peu.
De temps en temps, quand j'ai un peu de créneaux qui se libèrent, ça peut être des petites tâches un peu de data engineering, comme ça peut être des petits modèles à droite à gauche, mais j'ai de moins en moins de temps. Je continue quand même à toujours faire de la veille et regarder. C'est ça qui est difficile, tu es moins hands-on par la force des choses, mais il faut garder une veille, une certaine légitimité pour l'équipe. Exactement. Et en fait, j'ai toujours un créneau un peu réservé par semaine où j'essaye de faire de la veille ou creuser des points. Ensuite, j'essaye de donner des directions assez opérationnelles à mes data scientists quand ils sont bloqués. En fait, j'essaye d'être plus en support pour eux, parce que ce sont des personnes qui sont super smart, ils ont plein d'idées, mais parfois on a trop la tête dans le guidon, et le fait que quelqu'un d'autre regarde un peu le projet, ça débloque des situations. Donc, et après, c'est toute la partie préparation de roadmap, etc. Où est-ce qu'on va dans les mois, donner la vision, donner la vision, etc. Et aussi leur donner une perspective de carrière, parce que c'est des gens qui évoluent. Donc c'est un peu ça mon quotidien. Bon, quand j'ai le temps, j'essaye de coder, je m'accroche. Mais bon. Ah oui, on s'oublie pas. Bon, les data scientists diront que je suis has-been probablement, mais bon, voilà. Mais en fait, si je résume, t'as démarré, tu faisais tout par toi-même, t'es passé peut-être plus en grandissant par tu mentorais les personnes que tu recrutais pour mettre en place les bonnes pratiques. Aujourd'hui, tu es plus en support, en coaching presque de ces personnes-là, tant sur leur carrière que sur débloquer et prendre du recul sur des Exactement, sujets. À peu près résumer la situation. Okay. Écoute Rémi, ça fait 1 heure qu'on papote, c'est passé super vite. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous prodiguer? Voilà, je pense que le rôle que tu as aujourd'hui, en tout cas la typologie de sujet, d'équipe, etc., ça inspire beaucoup de personnes. Donc, un dernier conseil à prodiguer si on veut devenir Rémi demain. Alors, je pense qu'il n'y a pas une chose, des choses à faire qui marchent dans tous les use cases, ça c'est sûr. Mais si une personne est en train de monter une team data science, il faut investir dans une plateforme, dans une data plateforme. Alors, selon la volumétrie qu'on va avoir, on ne va pas avoir la même stack. Discuter avec les architectes, les data engineers, parce qu'ils vont avoir plein d'idées. Mettre en place des outils pour faciliter la collaboration. Ça, quelle que soit la taille de l'équipe, il faut le faire. Pour, gagner en temps humain. Voilà, tout ça, c'est pour gagner en temps humain. Donc en fait, le point clé pour toi, c'est penser scaling et automatiser un maximum de choses dès le début, même si vous êtes deux, même si vous êtes sur 2 use cases, etc. Voilà. Et ça va vous unlock plein de temps pour la suite. Exactement. C'est comme je suis une flemmarde, pour automatiser le max. C'est le but de de toute personne tech, j'ai l'impression. Ok, génial. Rémi, merci beaucoup pour ton temps, tous ces insights super intéressants. Merci pour toutes les questions sur le live. C'était cool d'avoir des interactions. Bon courage pour tes prochains challenges à relever. J'imagine qu'ils sont nombreux. Et un grand merci. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt à tous.